Salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magma Magister, toujours en direct de la bibliothèque, et cette semaine est une semaine qui sera consacrée à la nostalgie. Et oui, je voulais faire évidemment une vidéo, je ne pouvais pas m'empêcher, on va dire, je l'ai pensé, repensé, et donc là je me suis dit, allez on se lance, après tout, la nostalgie c'est un de nos fonds de commerce, hein, c'est ce qui fait vendre des vieux jeux de rôle à des gens qui l'ont pratiqué durant leur jeunesse et qui veulent retrouver quelque peu leurs années, leurs jeunes années et leurs meilleures années en tant que rôliste. Et donc, cette semaine sera consacrée à Terre de légende, que voici. Alors, Terre de légende, moi j'ai une histoire, on va dire, d'amour, si je puis dire, ou du moins une histoire, on va dire, de vieux rôlistes, de vieux griscards, un peu de vieux con hein, aussi, faut quand même le reconnaître, puisque c'est le premier jeu de rôle que j'ai maîtrisé, et oui, donc pour moi ça date de 89 normalement, mais moi j'ai toujours, on va dire, dans l'idée que voilà, j'ai découvert quand même le jeu de rôle un peu plus tôt. Alors d'après mes derniers souvenirs que j'ai essayé de rassembler, et je me remercie d'ailleurs à ce niveau, les questionnaires de 50 nuances de geek, qui eux, on va dire, ont fait paraître il y a peu plusieurs questionnaires, justement, pour nous faire rappeler un peu nos souvenirs de rôlistes. Normalement, on va dire, je devrais avoir découvert le principe du jeu de rôle peut-être dans les années 87, si mes souvenirs sont bons, 86-87, en même temps que je commençais à faire des livres dont vous êtes le héros. Et justement, voilà, cela explique quelque peu Terre de légende, mais je vais y revenir. Et aussi, en ayant commencé, on va dire, le jeu de rôle par les livres-jeux, j'ai eu vent, on va dire, qu'il existait le jeu de rôle à travers des gens que je côtoyais à l'époque, puisque à l'époque je faisais du sport, si, je vous garantis, j'en ai fait. Quand je dis ça aussi aujourd'hui, ça peut paraître étrange, voire même complètement incongru, mais si, j'ai fait du sport, et donc il y avait des ados un peu plus âgés que moi, voilà, j'étais dans mes souvenirs CM1, CM2 ou quelque chose comme ça, on était à la fin des années 90, des années 80 pardon, au tout début des années 90, et donc il m'avait parlé, on va dire, d'un jeu auquel il jouait, un jeu un peu obscur, alors que moi je parlais un peu de mes livres-jeux à l'époque, et donc il jouait à Bitume. Donc ça c'est le premier jeu de rôle dont j'ai techniquement entendu parler, plus Donjons et Dragons évidemment. J'ai acheté également le premier numéro de Graal, pas le premier numéro, c'est-à-dire mon premier numéro de Graal, qui avait déjà commencé à apparaître. Et ça, je peux le dater aussi, puisque le magazine lui était paru, c'était fin de l'année 88. Donc là, à partir de là, ayant acheté donc ce numéro 10 de Graal, d'ailleurs avec une couverture dont je me souviens encore comme si c'était hier, puisque je l'avais acheté en kiosque. Évidemment, à l'époque, on achetait les magazines en kiosque, hein, on les commandait pas. Et il y avait un catalogue avec. Un catalogue, c'était l'approche de Noël. Et donc, moi, ça m'avait donné envie de demander qu'on m'achète, on va dire, ce qu'il y avait dans le catalogue. C'est-à-dire ces fameux jeux de rôle qui, moi, m'attiraient tant, où dedans, il y avait des grands titres déjà. Donc, il y avait L'Œil Noir, Cthulhu, Paranoia, Donjons et Dragons, évidemment, Chill, les premières éditions, GRTM, etc. etc. Ils en avaient vraiment une pléthore, en plus évidemment de tous les jeux de plateau, les wargames et les jeux de société qui pouvaient exister à l'époque, et les jeux, on va dire, assez classiques. Évidemment, c'est une boutique qui n'existe plus. Je ne me souviens plus exactement du nom du catalogue, il aurait fallu que je cherche dans mes archives pour le retrouver, mais bon, il était en tout cas avec le numéro 10 de Graal à l'époque. Ça, par contre, je m'en souviens très très bien. Et donc, évoluant à partir de là, je pense que donc tout début des années 89, je pense, j'ai acheté en fait petit à petit, puisque c'était, on va dire, on les trouvait dans la même boutique, hein, que là où j'achetais mes livres dont vous êtes le héros, dont j'étais assez friand, voire même très friand. Et donc je les ai achetés, il y a des potes aussi à moi, je me souviens. Donc là j'étais en CM2, c'est à peu près sûr, qui les ont achetés également. Étaient parus au tout départ les 3 premiers bouquins. Donc le livre de règles, le livre Initiation à la magie et le secret des elfes. Donc Cristal des elfes, hein, c'est son véritable titre
en VO, et était paru un peu plus tard, le 4e tome, Les Créatures de l'Ombre, je vais y revenir, et enfin, était paru quasiment en même temps, ou pas loin en même temps, toujours dans la même année, hein, ils ont vraiment été traduits tous de la même année, j'ai vérifié les dates, c'est bien 89, et je pense que donc celui-ci d'ailleurs, le dernier, a dû paraître quelque chose comme, peut-être sûrement au mois de juin, peut-être de l'année... ouais, juin, parce que je me souviens que le pote qui l'avait acheté l'avait fait à peu près... on était à la fin de l'année scolaire, donc c'était juin-juillet. Donc, on se retrouve avec une collection donc de 6 tomes qui constituent, on va dire, l'ensemble de la gamme telle qu'elle avait existé donc à la fin des années 80 de ce jeu de rôle très inspiré par les règles de Donjons et Dragons, donc qui en VO s'appelle donc c'est Dragon Warriors, et qui était en fait donc une création comment dire justement de Dave Morris, qui est l'un évidemment des et aussi de Oliver Johnson hein, pour le scénario par exemple. Enfin, ils ont tous les deux en tout cas travaillé sur la chose. Donc Dave Morris qui est très très connu évidemment pour ses séries de livres dont vous êtes le héros que j'affectionnais à l'époque, dont en particulier Dragon d'Or, et qui aujourd'hui est connu encore parmi nous pour des livres dont vous êtes le héros, donc la série des Fablelands par exemple, qui est chez l'éditeur donc Alconost, que je salue d'ailleurs. Parce qu'on voilà, on a eu, on va dire, à discuter beaucoup ensemble et pour diverses petites choses. Et donc, voilà, je me permets aussi de les saluer. J'avais également souscrit justement chez eux à plusieurs de leurs productions, donc pas Fabulous Jones, mais j'avais acheté Cyclades et L'Hiver des Hommes, qui est justement d'ailleurs aussi de Dave Morris. Voilà, donc Dave Morris qui reste un grand du jeu en tout cas, et donc du livre-jeu, et qui s'était donc essayé à faire un jeu de rôle. Donc évidemment un jeu de rôle qui, on peut voir très facilement que l'empreinte de Donjons et Dragons est encore extrêmement forte, mais on a affaire en fait à un jeu de rôle vraiment classique, hein, avec quand même quelques petites innovations donc qui en font quand même quelque chose de moins complet que Donjons et Dragons, mais suffisamment complet quand même, et plus simple quand même, il faut tout de même le reconnaître. Moi je sais que du haut de mes 10-11 ans, j'avais quand même réussi assez facilement à rentrer dans la chose. Voilà, je l'ai dévoré pendant des années. J'ai réussi à le garder à peu près en bon état parce que je ne l'ai pas beaucoup maîtrisé finalement. Je l'ai maîtrisé à la fin des années 80 et après je suis passé très rapidement à autre chose. Hein. Je suis passé à Star Wars D6, à Innomé Satanis, à Torg quand ils sont sortis. Ça a été mes premiers jeux, on va dire, de Cyber Age, dont je l'ai parlé dans de précédentes vidéos. Même si Cyber Age à l'époque, je ne l'avais pas beaucoup maîtrisé, mais c'est un livre que j'avais. Un livre que j'avais beaucoup lu et également que j'avais énormément apprécié, parce que c'était quasiment le deuxième en fait. Hein. Celui-ci c'est vraiment le premier que j'ai acheté en tant que jeu de rôle, même si bon, certains diraient voilà, il n'est pas dans un format classique, donc est-ce que c'est un vrai jeu de rôle ou est-ce que c'est un livre dont vous êtes le héros qui s'est essayé au jeu de rôle? Non, c'est juste une question de format en fait. Hein. Parce qu'en VO, il est paru vraiment sous la forme pour les premières éditions, en tout cas, et même les dernières, sous la forme d'un livre, voilà, d'un véritable livre de jeu de rôle. Donc, ça reste quand même pour moi un souvenir, le souvenir de maîtrise. D'ailleurs, je l'ai fêté. Hein, pour fêter cela, j'ai relancé une campagne Terre de Légende grâce, évidemment, à la nouvelle édition qui était parue à l'époque. Donc, ça date de quelques années seulement. Hein. Celle-ci donc est parue. Donc c'est en 2018, voilà. J'ai su assez tard que c'était sorti parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup de pubs. Hein. C'est donc aux éditions qui n'existent plus maintenant, Megara Entertainment, qui faisait aussi justement de la traduction de livres dont vous êtes le héros. Et donc j'ai relancé une campagne et ça a enchanté évidemment pas mal de monde. Je me souviens que dans les courants des années 90, on en a refait un petit peu, mais bon, c'était vraiment quelque chose d'assez sporadique. Voilà. Mais ça reste malgré tout, on va dire, mon plus vieux souvenir en tant que MJ, où donc j'ai fait jouer complètement toute la campagne du Secret des Elfes, plus quelques scénarios
on va dire, les scénarios d'initiation à la magie aussi, je les ai fait jouer. Et quelques scénarios, on va dire, aussi des créatures de l'ombre. Ça, c'est sûr, ceux-là, je les ai joués. Après, évidemment, la campagne présente, qui est excellente d'ailleurs, dans la puissance des ténèbres, je ne l'ai pas fait jouer, et le scénario comment dire, qui se trouve dans les Terres de légende, le dernier tome, je ne l'ai pas fait jouer non plus. Mais c'est une gamme que j'ai complètement lue et relue, évidemment. Et qui m'a fait dire quand même que j'étais bien. Parce qu'à l'époque, en fait, où j'ai acheté le livre, je n'avais pas de dés spéciaux. Et du coup, je ne sais plus comment j'avais fait, mais bon, il y avait une roue en fait pour. Alors, je vous montre à la fin du livre, si ça. Voilà, si ça. Il y avait une roue en fait qu'on pouvait créer pour justement remplacer les dés qu'on n'avait pas. Donc, je ne sais plus vraiment, parce que à l'époque, j'avais pas de dés, hein, je m'en souviens, mais on avait dû pouvoir se débrouiller pour avoir, on va dire, de quoi simuler, on va dire, ces dés. Je crois que j'avais dû peut-être utiliser les tables qui existaient dans les autres livres, par exemple peut-être ceux de Loup Solitaire, qui offraient, on va dire, cette possibilité-là. Ou alors les dés qui étaient imprimés dans les bas de page sur certains autres livres dont vous êtes le héros. Ça doit être à peu près ça. Voilà, donc ça c'est déjà pour un peu la séquence nostalgie, la séquence petite histoire de vieux rôliste à la noix. Et donc maintenant, entrons dans le vif du sujet. Voilà, Terre de légende, qu'est-ce que c'est? Donc Terre de légende, c'est un jeu de rôle qui offre en fait un système de jeu complet pour jouer dans un univers médiéval fantastique, qui est donc l'univers des Terres de légende, enfin voilà, les Terres de légende, oui, j'arrive jamais, je sais jamais s'il y a un S à Terre ou un S à légende. J'ai toujours on va dire un blocage de ce côté-là. Je suis toujours obligé de réfléchir. Je me dis, il est où le S déjà? Et donc c'est un monde en fait médiéval fantastique extrêmement classique, très inspiré, on va dire, par le Moyen Âge, le haut Moyen Âge classique. On voit que Dave Morris est passionné probablement d'histoire. C'est à peu près sûr même qu'il est passionné. C'est un grand passionné d'histoire. Et donc il a fait vraiment un univers très classique avec une dualité très forte entre les anciennes et les nouvelles religions. Parce que donc on joue au tout départ dans une petite partie en fait, donc qui est le royaume des Rosornes. On commence même en fait dans le premier, on va dire, donc dans l'initiation à la magie, dans un petit duché, une petite baronnie, pardon, même d'ailleurs. Alors, comment elle s'appelle déjà cette baronnie? Pourtant, je m'en souvenais. Elle est où cette baronnie? Parce que j'ai la carte ici. Donc voilà, je vais pouvoir vous le montrer sur la carte. Donc c'est celle qui était parue avec le livre de l'édition Megara. Quand on l'achetait, on avait, on va dire, cette carte plastifiée en fait en cadeau. Et donc en fait, on commence purement et simplement dans cette petite région qui est, on va dire, tout là-haut. Et après, on va dire, on joue un petit peu aussi donc sur les Lesland. C'est le lieu principal. Bon, après, il y a des scénarios également qui se passent. Donc c'est dans les jungles de Mungoda, mais de Mungoda, ouais, c'est ça. Mais surtout, on joue en fait dans cette partie-là. Et donc, il y a également les livres-jeux, donc Terre de légende, qui s'appelle Épée de légende, qui eux se passent dans, on va dire, Krars. Voilà, ici, qui est l'équivalent un peu de la Russie. Et donc là, en fait, on a l'équivalent, on va dire, des îles britanniques, d'une certaine manière. Et donc, on a vraiment une équivalence pour chacune des sociétés, des civilisations du haut Moyen-Âge, et peut-être un petit peu plus du Moyen-Âge classique, dans cet univers, avec, comme je le disais, la dualité entre les anciennes religions païennes, voilà, avec un profond, une empreinte, on va dire, des anciennes traditions, du druidisme, voilà, de toutes ces religions, et de cette culture, on va dire, celtique, et un peu scandinave également, opposée, on va dire, à la religion donc d'un dieu unique, qui elle donc vient plus du sud évidemment, et donc certaines civilisations, en particulier l'équivalent donc de l'Empire romain, qui est donc le nouvel empire de Séantine, qui est ici, et donc qui eux convertissent à tour de bras à l'équivalent donc du catholicisme, enfin de la chrétienté, mais qui est plus, on va dire, la religion catholique. Ça se sent quand même assez
dans l'écriture, mais tout ça matiné évidemment de plein de petites choses qu'on voit, hein, si on connaît un petit peu, on voit que c'est issu, on va dire, de beaucoup de la culture celtique et de la, on va dire, de la mythologie, de la cosmogonie et cosmologie celtique. Voilà. La religion des peuples celtes d'Europe d'Europe, même s'ils ont été un peu plus qu'en Europe, pour la petite histoire. Donc, ça c'est pour l'univers, donc on a affaire vraiment à quelque chose de très abordable. L'univers en question est décrit de manière quand même assez succincte à travers les scénarios surtout, et également vraiment décrit dans le supplément Les Terres de Légende. C'est vraiment le supplément à avoir si vous voulez avoir le plus d'éléments en fait sur justement l'univers de jeu. Mais sinon, on va dire l'univers en fait il est presque voilà, assez transparent quoi, voilà, c'est une toile de fond qui se on voit en fait qu'il se développe petit à petit à travers les scénarios. Donc le premier d'entre eux déjà qui est dans le livre de base qui s'appelle donc la sagesse de Valandar, qui est vraiment un donjon classique, hein. Voilà, avec son... Alors si j'arrive à vous montrer, voilà, un donjon classique, avec son plan de donjon classique. Tout ça dans un format livre. Alors à l'époque, franchement, c'était très très pratique quand on était... on va dire, à notre âge, on n'avait pas des gros bouquins à manipuler comme ça pouvait être le cas assez souvent. Et donc, on avait vraiment en 6 bouquins un jeu complet, jouable, et qui, moi, on va dire, même de nos jours, je pourrais dire, même si c'est pas le plus, on va dire, abordable qui soit, pour l'initiation, pour débuter le jeu de rôle, si vous avez déjà eu une boîte d'initiation qui vous a montré un peu comment ça tourne, le système de jeu et l'univers sont tellement abordables, et même, on va dire, les scénarios en question sont assez didactiques, même s'ils sont très classiques. Il y en a des meilleurs que d'autres, comme de tout, hein. De toute façon, ça peut pas être parfait non plus. Mais voilà, par exemple, la campagne du Secret des Elfes, même si c'est archi classique, voilà, il faut retrouver les 3 morceaux, on va dire, d'un cristal qui vous conduisent à un trésor, voilà, etc. Eh ben, ça n'en reste pas moins, on va dire, à travers donc évidemment 3 scénarios plus un épilogue. Donc, que sont voilà, c'est le royaume d'Erevorn qui est ici, où se passe, on va dire, l'essentiel de l'intrigue. Je vais essayer, voilà, là, ça brille moins. Et donc on a affaire à donc les Cavaliers Noirs. Ça c'est le premier. Ensuite, donc le deuxième scénario, donc c'est le Château du Tyran, l'île des naufrageurs, et donc la colline sombre qui est comment dire, l'épilogue, plus des règles additionnelles qui n'étaient pas dans les livres de base, donc sur le courage, les malédictions, les maladies. C'était toujours plutôt utile. Alors d'ailleurs, avant de revoir plus ça en détail, les règles. Bah, tout simplement votre personnage, alors je vais vous montrer avec la feuille de personnage complète qui est qui est présente en fait là-dedans, qui est une feuille de personnage réduite qui existe dans le livre de base, mais il y en a une également. Donc ça voilà à quoi ça ressemblait à l'époque. Voilà. Donc le personnage est défini de manière assez classique par 5 caractéristiques: force, agilité, astuce, pouvoir et charme, qui vont évidemment de 3 à 18, donc on les détermine en jetant 3 des 6. Chacune de ces caractéristiques donne des bonus évidemment dans des on va dire, caractéristiques dérivées que sont donc attaque et parade pour évidemment le combat, esquive pour esquiver on va dire les attaques à distance et les sorts de magie dirigés. Il y a donc dissimulation et détection qui sont rajoutées depuis les règles donc, du créature de l'ombre à cause des règles évidemment apportées par l'assassin, qui est une classe de personnage supplémentaire surcheatée du genou. Et donc après on a des points de vie évidemment qui sont déterminés au départ par votre classe de personnage et des bonus qui lui sont attribués, et également donc des caractéristiques d'attaque et défense magique. Pour ça c'est uniquement pour ceux qui sont
des pratiquants de magie, donc c'est-à-dire dans donc le magicien, le prêtre, qui est plus en fait un moine qu'un prêtre d'ailleurs, euh, même si le moine est techniquement un prêtre, mais voilà, c'est pour vous dire que on est plus dans l'archétype du moine avec des sorts, plutôt que le prêtre, on va dire, assez classique. Et donc il y a également l'élémentaliste, et dans le dernier tome, donc Terre de légende, il y a le Seigneur de guerre, qui en VO en fait s'appelle le Warlock, qui est en fait c'est un mage de bataille. Voilà. Donc ils l'ont traduit par Seigneur de guerre, en fait ils auraient dû dire mage de bataille, ça aurait été on va dire, moins ambigu. Car oui, alors on peut dire ce qu'on veut, moi voilà, je le connais quand même en VF assez bien, on peut dire que la traduction était quand même assez moyenne, de manière générale même pour la VF de la première édition, et les éditions suivantes, même voilà, celle de Megara, qui est pas mauvaise, hein, mais on va dire, il y a des problèmes de traduction malgré tout. En particulier, j'avais vu quand on y avait rejoué qu'il y avait certaines descriptions de sorts, elles manquaient carrément quoi, en fait, ou elles étaient, on va dire, partielles. Il y avait eu carrément des phrases qui avaient disparu, qui n'avaient pas été traduites dans les sorts, et donc j'avais dû reprendre les anciennes éditions, qui elles, au moins, la traduction était complète, même si sur certains termes, je trouve qu'ils avaient été un peu hasardeux. Bon après, voilà, c'est mon avis personnel, j'en parle parce que je fais de la traduction, et que voilà, l'anglais, je m'y connais un petit peu quand même, et je peux voir que certaines traductions ne sont pas du plus bel effet. Enfin après, c'est mon avis personnel, mais je sais à quel point le travail de traduction est quelque chose de compliqué. Je ne jette pas la pierre à Pierre, mais bon, malgré tout, le but est quand même d'essayer de rendre le plus possible l'idée de la chose, même si c'est extrêmement dur de tout traduire. On ne traduit pas, on va dire, de manière on va dire, complètement littérale. On essaie quand même de chercher quelque chose on va dire d'agréable, et surtout on va dire de plus fonctionnel certes, mais que quand on peut faire quelque chose, on va dire de beau. Voilà, c'est le fief du baron Aldred. Oui, c'est Aldred, hein, oui, c'est ça. C'est ça que je cherchais tout à l'heure, qui est l'endroit en fait où commencent justement toutes les aventures, où va avoir lieu en fait les aventures de justement initiation à la magie, et je crois également certaines des créatures de l'ombre. On est en tout cas dans la même région. Voilà, donc un système qui après se fait, alors pour la plupart des choses on peut faire des jets de caractéristiques avec un D20 sous caractéristiques, et sinon pour le combat c'est simple, on va prendre la valeur d'attaque et la valeur de parade, ou on va dire d'esquive, ça dépend si c'est un monstre, et on va donc retrancher la valeur de parade ou d'esquive à l'attaque, et on doit faire en dessous, on va dire, de ce qu'on trouve, on va dire, une fois qu'on a fait cette soustraction, avec un dé 20. Si on fait en dessous, on touche, et dans ce cas-là, on lance un dé qui correspond au facteur de pénétration en fait de notre arme. Alors, si j'arrive à retrouver, voilà, donc les armes étaient d'ailleurs voilà, bien dessinées, hein, je trouve que les dessins étaient sympas. Donc l'arme est définie par un facteur qui est un dé, un type de dé, où on doit donc battre l'armure, qui va donc de 0, pas d'armure, à 5, une cote de maille. Et ça donne des dégâts fixes. Donc, et oui, ce sont des dégâts fixes à la base. Sauf évidemment si on a un bonus magique qui rajoute. Voilà, le plastron, lui, par exemple, c'est marqué en regard de l'autre côté. Si j'arrive à faire en sorte de vous le montrer sans que ça brille. Voilà, c'est terrible. Voilà, et les armures, de l'autre côté, sont décrites là. Donc le plastron, un point de protection, cuirasse 2, camaille, donc c'est on va dire la cote d'anneau, 3, cote de maille 4, et armure de plate 5, et c'est le maximum. Donc voilà, donc on a certaines armes évidemment qui auront énormément de mal à percer certaines armures, sans bonus, ou si c'est pas une arme magique. Et donc à partir de là, une fois qu'on a fait tous ces dégâts, on les retranche petit à petit, et on va dire l'ennemi tombe évidemment quand il est à 0 point de vie. Voilà.
Et c'est à peu près pareil pour à peu près tous les autres systèmes. Alors il y a juste, on va dire, pour certaines autres choses, donc même pour, on va dire, les valeurs, comment dire, de dissimulation, détection. Donc oui, il y a des règles évidemment pour la discrétion, du fait des règles de l'assassin, où tout le monde a des valeurs de dissimulation, discrétion de détection. Donc on fait pareil, on retranche et on essaye de voir si la personne a réussi à se cacher ou pas. Pour la magie, c'est pareil, on va opposer l'attaque magique du sort à la défense magique. Et pour les sorts, on va dire de diriger, c'est-à-dire les sorts où on va lancer voilà, de la foudre, des boules de feu, où on essaye de toucher une cible. Là, ce sera, on va dire, la valeur, on va dire, d'attaque justement magique contre, on va dire, l'esquive de la cible, normalement. Et là, on ne lancera pas, je crois, c'est pas un des 20, c'est 2 des 10. Pourquoi Ne le dites pas, je ne sais pas en fait, c'est juste que voilà, on change, on va dire, le type de dé en fait qu'on lance en fonction du système. Donc il y a juste ça qu'il faut voir. Moi je sais que j'étais habitué tout le temps à acheter un dé 20, mais il y a certaines procédures qui se font en lançant 2 dés 10. Voilà. Sinon pour le reste, ça reste, on va dire, très très abordable. C'est vraiment, voilà, c'est comme on va dire un jeu médiéval fantastique, on va dire un peu old school. Il reste old school hein, quand même un petit peu, même s'il est pas, on n'est pas dans le old school pur et dur tel qu'on a pu le connaître. Il n'y a pas de, voilà, on est, on va dire, un peu déjà dans une petite évolution, même si on sent qu'il y a des parentés manifestes avec Donjons et Dragons. On est malgré tout vers quelque chose, on va dire, d'un peu plus simple, d'un peu plus unifié autour du système et d'un peu plus logique, avec évidemment aussi possibilité de jeter des pourcentages, par exemple pour les rencontres, parce qu'il y a des tables de rencontres, évidemment à la fin qui sont proposées dans le système de jeu. Alors sont-elles les tables de rencontres? Les voici, si j'arrive à vous les montrer. Voilà, par exemple en forêt, il y a un pourcentage de chance de rencontrer, donc par exemple en forêt c'est 35%, et donc on peut aller si on fait de 1 à 7, on rencontre des loups, et sans, pas de bol, on a dérangé un dragon. Donc voilà, on est quand même dans quelque chose de tout à fait, on va dire, dans l'esprit de l'époque, avec donc ce livre de règles qui présente les règles complètes, un scénario, des conseils quand même pour maîtriser le jeu. Il y en a. Il y a voilà, un bestiaire de base aussi qui est plutôt intéressant, je trouve, avec des illustrations qui pourraient faire sourire aujourd'hui, mais que moi je trouve, voilà, il y a une section maître du jeu hein, où il vous explique comment être maître du jeu, comment faire votre boulot. Donc ça c'était plutôt pas mal, et donc vraiment un bestiaire avec des monstres sympathiques. Voilà, là par exemple vous avez l'ogre, le spectre. Il y avait des illustrations quand même qui fichaient un peu les jetons. Le vampire, voilà. Ça reste, on va dire, du grand classique. Et donc, comme je vous disais, sont décrits là-dedans le chevalier et le barbare. Donc, le gros guerrier en armure et le gros guerrier qui fait mal enragé. Dans celui-ci, donc, il y avait la classe du magicien et du prêtre. Et là-dedans, donc, on avait toutes les règles également, donc tous les sorts évidemment. Donc pour la sorcellerie, pour la magie, c'est simple, on a un nombre de points de magie, en fait on dépense ces points de magie pour lancer un sort. Donc chaque sort évidemment a un coût qui est fonction de son niveau, c'est très simple, donc niveau 1, un point de magie, sauf évidemment indication contraire, si on peut comment dire, dépenser plus de points de magie normalement pour forcer la défense de l'adversaire en face, lui donner plus de chances, on va dire, de percer. Voilà. Surtout en duel contre un magicien, si mes souvenirs sont bons. Et évidemment, description des compétences spéciales du magicien. Donc il avait accès à, c'est très classique hein, au niveau des sorts, à chaque niveau en fait on a 5-6 sorts qui sont proposés et qui sont évidemment de puissance ascendante, croissante. Donc, par exemple, au niveau 1, on avait le souffle de dragon, qui est le sort d'attaque classique, mirage, soin, halo lunaire, sésame, pour ouvrir les coffres, les portes, etc. Affaiblissement. Niveau 2, détection de l'aura, conjuration des morts, blessure, c'est très fort. Transcrutation, racine, très efficace, racine, avec à chaque fois un petit système, hein, évidemment, et protection. Voilà, par exemple.
Et donc le mage avait accès à des compétences, on va dire, spéciales, donc calligraphie pour recopier des parchemins de sorts, alchimie, artifice. Le prêtre, lui, donc, qui était plus un moine, n'avait pas de point de magie. Lui, par contre, il lançait ses sorts et il devait faire un jet en fait pour savoir si le fait d'avoir lancé ce sort le fatiguait. Et si jamais il ratait, on va dire, ce jet de dés, eh ben, il devait. Donc oui, voilà, la procédure, c'est le contrôle, c'est un contrôle donc, de l'énergie psychique avec un D20. Voilà. Et donc il devait obtenir évidemment un résultat inférieur à, un seuil qui était fonction de son niveau, si mes souvenirs de vous. Voilà, c'est 13 plus le niveau du prêtre moins le niveau du sortilège. Donc par exemple, s'il veut lancer un sort de niveau 1 de prêtre, donc ça fait 14 moins, donc 13 plus 1 moins 1, donc 13, donc il devait faire en dessous de 13 pour ne pas être fatigué. Et ça, c'était plutôt pas mal. Donc lui, il avait affaire à d'autres sorts hein, donc, qui ressemblaient quand même. Donc niveau 1, il avait régénération, mirage, détection d'enchantement, catalepsie, donc des choses assez classiques. Et ça allait quand même jusqu'à des pouvoirs assez gros villes, donc puisque ça va jusqu'au niveau 9, sphère indicible, phénix, téléportation, hurlement. Surtout phénix, voilà, le prêtre pouvait carrément faire une résurrection. Je revenais de mes cendres. C'était plutôt pas mal. Il avait donc des pouvoirs mystiques intéressants, donc la prémonition, la perception extrasensorielle, etc. On avait également un chapitre là-dedans sur les trésors, donc trésors aléatoires. Les objets magiques qui étaient décrits évidemment là-dedans, donc voilà, il y en avait toute une flopée. Et les aventures qui sont donc parmi les premières aventures justement que j'ai maîtrisées. Donc le territoire de l'ombre. Je me souviens de l'avoir maîtrisé un soir de Noël avec mon cousin. C'était assez intéressant. Ça devait être fin des années 80, début des années 90. En attendant Noël, j'attendais en fait mon édition de Star Wars, je crois, que je devais recevoir justement à Noël. Et donc, on avait joué à Terre de Légende juste avant. La citadelle de Carvala, qui est le deuxième scénario, qui est donc là un scénario plus dungeonesque, où on est dans une citadelle et on essaye, on va dire, d'éliminer, on va dire, une menace. Le secret des elfes, donc c'est vraiment la petite campagne classique, donc sur une base très, très courue, c'est-à-dire on doit rassembler donc 3 cristaux pour donc ouvrir un portail dimensionnel qui permet d'accéder à un trésor. Donc voilà, 3 scénarios qui permettent de rassembler chacun des morceaux. Donc les cavaliers noirs, qui lui se passe, on va dire, donc dans ce qu'on appelle, voilà, ce qu'ils appellent donc le bois des potences. Donc où là, on a vraiment affaire à un peu un donjon, mais un donjon, on va dire, forestier, qui est plutôt, voilà, c'est classique. Hein, moi, je me souviens d'avoir joué, c'était assez, voilà, un château du tyran. Donc là, on est affaire à un donjon, mais un donjon plus intérieur. Donc voilà, le fameux château des Revornes, avec son plan. On doit également rentrer dans le château, survivre. Voilà, ça monte à tellement longtemps. Voilà, plus la description, on va dire, de la tour du château, où on avait un plan en coupe différente. Voilà, c'était une vue de côté. Et le dernier, donc l'île des naufrageurs, où là on va récupérer carrément le dernier morceau sur un endroit où il y avait donc des pirates, enfin des naufrageurs. Et bon, c'est une forme de piraterie, puisque le but pour les naufrageurs, c'est d'allumer des faux feux, des faux phares, des faux feux, feux de signalisation pour évidemment tromper les bateaux et les inviter à s'échouer sur des récifs. On apprenait des choses à l'époque en plus, hein, parce que c'est pas des choses nous à l'époque qu'on avait l'habitude de côtoyer. Était arrivé donc ce supplément, puisque ceux-là, les 3 premiers étaient parus quasiment en même temps. Ouais, moi je me souviens en tout cas que les 2 premiers étaient parus en même temps. Le 3e avait dû suivre pas très longtemps après. Donc Gallimard, enfin Folio Junior, avait quand même un bon rythme de parution sur ce genre de choses. Donc les créatures de l'ombre qui vous proposaient la classe de l'assassin qui est surshifté du genou, les règles donc de dissimulation et détection dont j'ai parlé, des nouveaux monstres, donc il y avait un bestiaire supplémentaire.
qui rajoutaient des choses. Et après, on avait des scénarios. Donc les scénarios en question, qui étaient donc le dieu borgne, les fautes des aïeux et la récompense suprême. Donc il y avait 3 scénarios que je me souviens également avoir joué. Voilà, donc là on était sur une carte un peu plus... On changeait d'échelle à chaque fois, on était à plus petite échelle à chaque fois. Donc on prenait vraiment, on partait de la baronnie, après on avait Erevorn, et puis donc après on avait une partie plus grande donc de l'Elesland qui nous était dévoilée, donc avec pareil un château, comment dire, à fréquenter. Donc on était vraiment quand même beaucoup dans du dungeon crawling, hein, faut quand même se le reconnaître. C'était pas d'une grande originalité, mais ça avait le mérite de nous occuper et de nous permettre de débuter le jeu de rôle. Donc voilà, les fautes des aïeux, avec l'encre de Garambar. Attention, évidemment, à ne pas remplacer le G par un C. Voilà, sinon ça fait bizarre. Et donc, ensuite, donc celui-là, je l'ai joué aussi, la récompense suprême. Là, il faut carrément également attaquer si mes souvenirs sont bons, un château fortifié où il y a un vilain magicien avec ses armées de morts vivants qu'il risque de faire déferler sur la région. Voilà, avec de magnifiques plans, avec des pentacles sataniques. Et oui, déjà, nous étions en train de succomber aux pires attraits du côté obscur qui allaient nous être révélés par Sainte Mireille. Voilà, et donc oui, la feuille de personnage version réduite, voilà à quoi elle ressemblait. Il y avait des feuilles, évidemment, il y a des feuilles faites par des fans, il y a un forum de fans de Terre de Légende qui existe, que j'avais découvert quand j'ai voulu refaire ma campagne. J'avais réussi à trouver des feuilles vraiment toutes en couleur qui sont plutôt pas mal, donc si vraiment ça vous intéresse, vous pouvez trouver des feuilles qui sont largement mieux que celles-là pour jouer à Terre de Légende. Le 5e tome, La puissance des ténèbres, qui nous décrit donc une nouvelle classe de personnage, encore, qui est l'élémentaliste. Alors sachant que l'élémentaliste, évidemment, il y a les 4 éléments classiques, donc air, feu, terre, eau, mais aussi ténèbres, qui est le 5e. Donc on peut jouer en fait, à partir de celui-ci, un peu quand même des méchants, parce que déjà l'assassin, on commençait un petit peu à... Il a des compétences de voleur, hein, l'assassin. Donc on peut jouer plus voleur qu'assassin, mais bon, il est aussi efficace en tant qu'assassin. Et c'était déjà une classe qui déséquilibrait quelque peu, hein. Les autres étaient quand même bien, hein, je ne dis pas que... Voilà. Mais celle-ci, l'assassin et donc l'élémentaliste, bas niveau évidemment, comme un peu toutes les classes de magiciens, elles sont pas trop puissantes, à exception faite du seigneur de guerre, je vais y revenir. Mais l'élémentaliste, moi je le trouvais très intéressant parce qu'il y avait possibilité évidemment de jouer avec les oppositions et les éléments alliés. Donc en fait on choisissait un élément principal et après on avait quand même possibilité d'essayer d'augmenter dans des éléments, on va dire, alliés. Et on ne pouvait pas évidemment lancer de magie dans l'élément opposé. Il y avait des règles également dans ce petite chose sur la folie, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Les règles sur la folie, qui étaient tout sympathiques. Et enfin, après une grosse campagne, donc vous voyez, c'est le reste du bouquin. Donc il y a juste 50 pages de règles supplémentaires, et après vous avez une immense campagne qui est reparue depuis en VO. Elle n'a pas été traduite, puisque dans la nouvelle version VF, il n'y a eu que le bouquin de base qui a été traduit avant que Megara Entertainment ne ferme ses portes. En plus, voilà, ils ont fait paraître ça en 2018, je crois qu'ils ont fermé leurs portes en 2019. Et donc, le Prince des Ténèbres, je ne l'ai pas fait jouer, mais franchement, ce scénario, enfin cette mini-campagne même, est vraiment sensationnel. Voilà, c'est très classique encore, mais c'est du classique bien vu. Voilà, ça peut donner envie, même si elle est prévue quand même, il faut déjà avoir fait jouer avant. Elle est prévue pour des personnages de niveau 5 minimum. Et encore, niveau 5, ça va être costaud quand même, hein. Voilà, il prévoit jusqu'au niveau 7, je pense que voilà, 3-4 personnages de niveau 7, des vieux briscards, je pense qu'ils pourront s'en sortir. Voilà. Donc, je ne la dévoile pas plus, hein, mais bon, c'est sur techniquement, voilà, dans une région encore plus isolée justement des Revorn, il y a donc une région qui s'appelle le Glisson,
qui est vraiment tout au bout, tout au fond, tout au bout, et qui pourrait faire un petit peu penser, on va dire, vraiment aux Highlands d'Écosse, voilà, mais en plus dark, en plus sombre. Et donc le but évidemment est d'empêcher le réveil du prince des ténèbres, donc de Balor, le dieu maléfique par excellence. Voilà. Donc c'est vraiment très sympa. Et enfin, le dernier tome, les Terres de légende. Donc là, comme je vous l'avais dit, il y a la description du monde. Donc voilà, on a la carte donc, de l'Elesland, donc avec, comme je disais, le Glissom qui est ici, Tulan qui est vraiment l'équivalent, on va dire, d'un peu des pays scandinaves, les Revorn ici, donc dans lesquels se passent à peu près tous les scénarios, on va dire, jusqu'ici, et donc après on a donc l'Albonie, évidemment, Albonie, voilà, la perfide Albion, on est vraiment là-dedans, on ne s'en cache pas beaucoup. Et c'est voilà, l'équivalent évidemment des îles britanniques. Voilà. Donc, la description du monde à travers donc ces différents pays, régions, les mythes et légendes, qui est vraiment ça, une mine de scénarios. Je sais que quand j'ai refait une campagne, j'ai été pioché là-dedans pour faire mes propres scénarios. Ce chapitre d'ailleurs a été repris dans le livre de base, mais je vais y revenir, de la nouvelle édition si vous arrivez à la trouver. Un chapitre sur les langues, qui était quand même très tolkienien dans l'âme, en effet, puisque les langues sont toujours quelque chose d'intéressant de voir quand c'est traité, on va dire, surtout quand c'est bien traité dans dans les livres, dans les jeux de rôle. Tout comme d'ailleurs, voilà, mais bon, ça après, c'est vraiment différent. L'effet de langue, c'est quelque chose qui est un certain détail, mais qui montre à quel point les gens sont quand même intéressés à leur univers pour le rendre, on va dire, le plus vraisemblable. Les crimes et délits, plutôt intéressants. Les règles de joute et tournois, c'est des petites règles supplémentaires pour voilà. Les classes et nationalités, voilà, avec donc la feuille de personnage complète, comme je vous le disais. Ensuite, les règles sur le voyage. Donc on a des cartes, d'ailleurs, des cartes géophysiques justement il s'était quand même bien cassé les fesses, le monsieur. Donc les différents bateaux évidemment qu'on peut utiliser, etc. Les rencontres qu'on peut y faire. Et chapitre 9, donc les seigneurs de guerre, donc le warlock, c'est-à-dire donc le mage de bataille. On aurait dû plutôt traduire ça par mage de bataille, ça aurait été quand même plus classe. Avec donc qui lui est un guerrier et magicien, donc il a un peu moins de points de sort, mais il sait bien se battre. C'est pas la classe surcheatée, mais il est quand même pas mauvais, quoi. Voilà, justement parce qu'il peut se battre avec des armes. Et donc un dernier scénario, donc qui était vraiment une expédition dans la jungle, donc lors de Moongoda, qui est un scénario encore qui clôt, qui terminait, on va dire, le livre, et donc avec des cartes aussi du monde. Et justement là, c'est une carte plus sur les paysages qu'on pouvait y trouver. Voilà, donc ça c'est pour la fin de la gamme. Donc cette gamme-là, évidemment, pour la trouver en français de nos jours, c'est pas évident. Les trouver en bon état, c'est encore pire. Compter, ouais, je sais que quand le vieux geek avait fait une vidéo là-dessus, il avait dit ouais, compter quand même minimum 20 à 25 euros par tome. Ça fait à peu près ça. Pour moi, en tout cas, tel que je les ai vus, ça fait à peu près ça. Hein. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez avoir les 6, vous faites le calcul, vous en avez à peu près pour 150 euros si vous arrivez à tout trouver en bon état. Après, ça peut être un peu moins cher si vous arrivez à acheter un lot, mais c'est pas le plus évident. Si ça vous tente de retourner, on va dire, à cette époque nostalgique, bah voilà, c'est cette édition-là que moi je vous conseille. Elle est vieillotte, hein, elle est datée, elle est obsolète pour ne pas dire, mais c'est tellement beau l'obsolescence, voilà, et d'une manière ou d'une autre. Par contre, si vous avez la possibilité, normalement, il y a encore des exemplaires qui doivent exister. Alors, de seconde main, je ne sais pas, mais en tout cas, l'acheter neuf, c'est plus possible puisque Mega Entertainment n'existe plus. Même sur le site,
on va dire, annexes secondaires qu'ils ont créées pour revendre des livres dont vous êtes le héros, les stocks de livres dont vous êtes le héros, dont ils sont encore dépositaires, il n'y en a plus. Donc si vous arrivez à le trouver, ça peut être pas mal. Vous voyez, le livre avec la carte, donc la présentation du jeu de rôle. Donc là, en fait, dans ce tome-là, vous avez quasiment les deux premiers tomes, donc le livre de règles d'initiation à la magie, ainsi que donc les parties règles de Créatures de l'ombre, de la puissance des ténèbres et de Terre de légende pour ce qui est de l'univers. Tout à peu près a été compilé en un seul bouquin. C'est dite troisième édition. J'ai jamais vu à quoi ressemblait la deuxième édition, mais entre la deuxième et la troisième édition, il n'y a pas eu beaucoup de modifications, j'ai bien l'impression. Donc voilà, ça c'est la feuille de personnage qui était proposée, donc elle est un peu aride, hein. Un peu tableau Excel. Préférez une version faite par des fans en couleur, qui est vraiment, celle-là elle est très très belle. Et donc il y a également, en plus de toutes les règles dont je vous ai parlé, un scénario qui s'appelle donc l'obscurité avant l'aube. Voilà, chapitre 19, pour des personnages 4 à 6 joueurs de rang de niveau 1. Voilà. Et donc ça se passe justement sur le chef du baron Aldred, encore. Je crois que c'est un scénario qui n'existe pas, on va dire, dans la gamme d'origine, enfin dans ceux que je vous ai présentés. Ça ne me dit rien. Moi je ne l'ai pas joué puisque j'ai joué ma propre campagne que j'ai développée avec mes petits bras. Voilà, donc la création de personnages, donc avec toutes les professions. Donc là, donc ils ont retraduit vraiment le seigneur de guerre par mage de bataille. Et donc on peut jouer donc assassin, magicien, prêtre, élémentaliste, mage de bataille, chevalier, barbare. Dans les règles de base en tout cas. Je vais vous montrer après qu'il existe des suppléments en VO qui sont beaucoup plus faciles à trouver, surtout en PDF sur Dreyfus, qui permettent d'avoir accès à beaucoup plus de règles. Donc les points de vie, les valeurs de combat, tout est expliqué. Voilà, comment combattre, voilà, comment taper son prochain. Les origines du personnage, il y a un chapitre donc, qui est issu en fait du bouquin justement Terre de légende, qui offrait la possibilité de savoir quelles étaient les origines de notre personnage, les langues encore aussi c'est repris, les règles de combat avec les armes en question, les dessins étaient refaits mais ils sont très 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 similaires on va dire à ceux d'origine. Les sorts évidemment pour toutes les catégories, magicien, prêtre, élémentaliste et donc mage de bataille, un chapitre sur le maître du jeu avec des conseils, des récompenses. Voilà, comment, on va dire, également en fonction déterminer les caractéristiques de ces PNJ, les objets magiques. Le chapitre donc sur les terres de légende, donc sur la description du monde. Donc là, les Islandes, la carte est plutôt pas mal, hein. Et là, les différents pays. Donc là, c'est une carte politique du monde. Et c'est la reprise des articles en fait qui sont dans Terre de légende. Il n'y a rien de nouveau en fait, hein, c'est vraiment juste une compilation du bouquin, de ce qui était paru dans les différents bouquins en un tome unique. Donc c'est beaucoup plus facile à gérer, même si comme je vous dis, la traduction qui est, on va dire, correcte, on voit quand même qu'il y a des manques, qu'il y a des choses qui sont un petit peu hasardeuses, de mon point de vue. Voilà, le tableau sur les langues, hein, justement, l'article, il est repris encore dans le... Voilà, qui était un des points forts hein, du jeu, je trouve que, sans être évidemment dans la précision de monsieur Tolkien, professeur d'Oxford, on était quand même déjà dans une volonté, on va dire, vraiment que le fait de langue soit bien traduit dans l'univers. Et donc le fameux scénario, et après le scénario, je crois que... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, c'est le bestiaire qui est décrit juste après. Voilà, les monstres. Et ça se termine là-dessus. Donc ça, c'était paru en français. Si vous arrivez à tomber dessus, vous avez du bol. Je pense pas que vous toucherez trop cher, hein. Je crois que nous, on l'avait payé une quarantaine d'euros. Si mes souvenirs sont bons, parce que je sais que on l'a acheté avec un de mes amis. On en a acheté 2 exemplaires. Et donc, la gamme, évidemment, existe en anglais. Donc tout ce que je vous ai montré là, ça existe en anglais. Le livre de base tel qu'on le connaît, plus de manière séparée, il y a la campagne du cristal des elfes,
Il y a la campagne donc de la puissance des ténèbres et également quelques suppléments qu'on a achetés pour justement avoir un peu plus de choses à se mettre sous la dent. D'une part déjà donc le bestiaire, pour avoir le bestiaire complet en un seul bouquin. Donc il est classique, il est bien. Donc je crois que, donc, comme je l'ai dit, ils sont en PDF sur Drive-Thru. Je crois qu'également on peut les acheter, je ne sais plus si c'est du print on demand, mais je sais qu'en tout cas qu'il y a des exemplaires qui existent. Moi je les ai achetés sur eBay, donc ça veut dire qu'ils existent bel et bien quelque part. Mais en print on demand, je pense que c'est possible. Un très bon supplément également pour avoir des PNJ, le Friends and Foes. Voilà. Avec vraiment à chaque fois un personnage qui vous est décrit avec tout son BG. C'est vraiment super sympa. Il y a vraiment des choses très très intéressantes et ça permet en plus à travers ces PNJ d'avoir plein d'éléments sur l'univers qui ne nous étaient pas décrits. Et ça c'est plutôt intéressant. Donc celui-là je le conseille également. Et le dernier que je conseille, c'est le Player's Guide. Donc vous voyez, c'est bien marqué Dragon Warriors. Là-dedans, il y a plein en fait de classes de personnages, on va dire, optionnels, avec plein de compétences supplémentaires, description également d'organisation, de groupes, de sectes, etc. Des éléments supplémentaires sur la vie au quotidien dans les terres de légende. La magie dans la société, on va dire voilà, l'impact de la magie, on va dire dans la société Terre de Légende, comment est vue la magie en fait, hein, c'est la vision de la magie par les différents peuples, les différentes religions, etc. Puisqu'il y a une opposition évidemment avec la religion du Dieu unique qui n'aime pas beaucoup la magie, il faut quand même le reconnaître, des nouveaux sorts du coup qui vous sont décrits. Voilà, donc le système de compétences et de compétences secondaires qui est plutôt intéressant, qui rajoute un petit peu quand même. Voilà, des règles de combat supplémentaires, voilà, avec les postures de combat qui sont pas idiotes. Hein, ça rajoute évidemment beaucoup de simulationnisme, si je puis dire, aux parties, mais ça permet également de faire varier un peu les combats qui sinon sont jette-moi ton D20, t'as touché, jette les dégâts. Ça permet un petit peu, on va dire, de varier les plaisirs. Et après, évidemment, un chapitre sur les démons, l'invocation des démons, les rituels de magie démonique, etc. Donc ça, réservé plutôt aux PNJ. Hein. Ils le mettent dans le Player's Guide, mais moi je trouve que franchement, non, vaut mieux le réserver aux PNJ parce que sinon ça va vite être la foire au grand n'importe quoi. Voilà, donc ça c'est pour les suppléments que moi je possède. Et comme je vous ai dit, hein, en VO, il existe tout ce que je vous ai dit. Le livre de règles, le cristal des elfes, et donc la puissance des ténèbres en version également, donc campagne séparée. Et également, je crois qu'il y a un recueil de scénarios, donc qui sont les recueils de divers scénarios qui étaient présents évidemment dans les bouquins, qui ont été, on va dire, recompilés pour faire un recueil unique. Voilà, donc ça c'est ce qui existe. Donc voilà, je pense avoir fini. Je pensais être moins long sur cette vidéo, mais ça m'a fait énormément plaisir en tout cas de parler de Terre de Légende, puisque c'est un peu voilà, ma Madeleine de Proust, même si Proust n'aimait pas les madeleines mais plutôt les petits beurres, mais ça c'est une autre histoire. Et donc je crois qu'on est dans quelque chose d'extrêmement nostalgique, éminemment, enfin de mon point de vue en tout cas. Je ne sais pas si vous avez connu Terre de Légende. Il y en a beaucoup qui ont plutôt commencé avec l'œil noir. L'œil noir, je ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus. Mais moi, l'œil noir, ça n'a pas été mon jeu de rôle, on va dire, de prédilection quand j'ai commencé le GDR. Non, j'ai commencé en tant que maître du jeu et avec Terre de Légende. Et j'ai fait découvrir le jeu de rôle. Moi, j'ai découvert le jeu de rôle et je l'ai fait découvrir justement avec Terre de Légende. Et ensuite, évidemment, avec Star Wars, avec Torg, avec Simulacre. Même si, voilà, ça fait partie, on va dire, de mes souvenirs heureux, de mes souvenirs, on va dire, auréolés de gloire, pas que de gloire, parce que bon, évidemment à l'époque, on était loin d'être au top, et on était loin d'être des cracks.
Mais on avait la volonté de partager ce goût, on va dire, pour donc le jeu de rôle, les aventures trépidantes, interactives qu'on voulait en fait faire découvrir et proposer aux autres. Et c'était ça, on va dire, le principal. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce, ça peut être sympa, voire même deux, parce qu'on a 2 pouces après tout. De me faire des commentaires, de vous connecter au Discord Tabula Rasa pour venir discuter. Je ne dis jamais assez, voilà, venez discuter, ça fait toujours plaisir. Moi je suis toujours ouvert à la discussion. Il y a plusieurs salons de discussion pour discuter de jeux de rôle et d'un peu tout et n'importe quoi. Venez également écouter nos parties. Donc Terre de Légende, j'en fais pas, mais j'en fais de temps en temps. Donc je pense que j'en ferai une séance pour continuer la campagne qui se passe en Crars justement. Actuellement, dans le courant de l'année, à mon avis, j'en fais maintenant. Je pense que depuis que j'ai recommencé la campagne, j'en fais à peu près une séance par an minimum pour continuer la campagne. Donc, si vous voulez voir ce que ça donne, ben, restez à l'écoute. Normalement, la partie devrait arriver dans le courant de l'année. Voilà, donc en plus, c'est le bon moment, on est quasiment à l'approche de Noël, donc passez de bonnes fêtes. Même si vous voyez cette vidéo, on va dire un peu plus tard, bah, tant pis, vous aurez un joyeux Noël et fête de fin d'année pour l'année d'après, c'est pas grave. Voilà, et donc merci à nouveau à tous ceux qui suivent mes vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait vraiment chaud au cœur. Les dernières vidéos ont vraiment pété le plafond, de mon point de vue en tout cas, qui suit vraiment une miette cosmique au sein de l'univers de YouTube. Et ça fait toujours de plus en plus plaisir. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous, partagez, faites continuer à faire découvrir le GDR. Moi c'est mon plaisir, vous ça doit être également votre plaisir à jouer et à partager. Eh ben, faites-le, on va dire, de la manière la plus active qui soit. C'est comme ça, on va dire que on continue à rêver, à imaginer et donc à rendre ce monde un peu moins gris. Voilà. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.